France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, vous l'avez peut-être vu au cinéma, Il y a longtemps que je t'aime, ou à la télé, Le bruit des trousseaux. Écrivain, scénariste et réalisateur, membre de l'Académie Goncourt, mi-homme, mi-sapin, Philippe Claudel est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au club. Après La noirceur de la guerre, dans Meuse l'oubli, ou encore Les âmes grises, prix Renaudot, adapté par Yves Angelot, il revient cet hiver avec un roman noir, très noir, peut-être même un polar, Crépuscule chez Stock, et que de passion triste dont on va vous reparler d'ici midi et demi. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Didier Pinault. Un village à une certaine époque, non définie, où vit une petite communauté musulmane, 54 âmes, et une majorité de chrétiens, 1378 habitants, dans une province reculée, presque arriérée pourrait-on dire de l'Empire. Un trou du cul du monde, un lieu abandonné de toute fantaisie, dit l'une des voix de ce roman. Un meurtre, un cadavre, celui du curé, Pernig, 2 policiers, le capitaine Nouriot et son adjoint, Barrage, qui mène l'enquête. Un meurtre et une profanation. Voici pour le décor désormais campé de Crépuscule, votre nouveau roman, publié chez Stock. Bonjour Philippe Claudel. Bonjour Olivia Gesbert. Bonjour à vous. Un polar qui, comme le crime, traverse les époques. Un roman historique qui nous parle encore aujourd'hui. L'époque est au noir pour vous, Philippe Claudel ? Disons qu'elle contient un certain nombre de préoccupations, ça on ne peut pas dire le contraire, et depuis une dizaine d'années, puisque c'est à peu près le temps d'écriture de ce roman-là, Dieu sait qu'on a vécu beaucoup de turbulences, d'émerveillement aussi, hein, et les romans sont là finalement pour être les miroirs un petit peu des mondes dans lesquels on vit. Donc le monde dans lequel je vis, c'est un monde d'inquiétude et de foisonnement, je pourrais dire. Et ça, c'est extrêmement riche pour le romancier. Alors, il est un peu le miroir de votre âme aussi ? Pas tout à fait, non. Moi, j'ai l'impression que quand j'écris, je fais abstraction beaucoup de ma propre sensibilité. Alors, elle va s'incarner quand même dans le texte à différents moments. Peut-être pas là où on pense d'ailleurs, mais je suis très, comment dirais-je, impliqué par exemple, dans les paysages, dans le sentiment de nature, comme on pourrait l'appeler dans ce livre-là, où là, on est dans une dimension très autobiographique. L'amour des saisons, et notamment d'une saison qui est l'hiver, qui est quand même la saison principale de ce livre. Ça aussi, c'est très, très personnel, mais j'ai l'impression que quand j'écris, j'essaye de devenir un autre, ou en tout cas, ou les autres, ou tous les autres, et d'être à l'écoute finalement de tout ce que je ressens aujourd'hui de la part de mes contemporains face à ces inquiétudes que nous avons évoquées. Mais elle est de quelle couleur alors votre âme aujourd'hui, en 2023 ? Aujourd'hui, écoutez, grâce à vous, elle est absolument rose là. Elle est radieuse. Je suis heureux d'être en votre compagnie, mais non, elle est tournée comme la plupart de celles de nos contemporains vers des événements majeurs qui sont effectivement depuis un an la guerre en Ukraine, qui sont effectivement ce drame depuis une semaine dans un pays que j'aime beaucoup, la Turquie et la Syrie, avec effectivement cette dimension géopolitique qui se greffe sur un événement tectonique, c'est-à-dire on voit comment la politique soudain va se servir d'un événement qui est avant toute chose un drame humain, où des dizaines de milliers de personnes sont mortes, et où quelqu'un, un dirigeant, un dictateur en l'occurrence, va essayer de se revirginiser, ou en tout cas d'apparaître à nouveau au premier plan, quitte à maintenir en otage à la fois des survivants et surtout les vivres et le matériel qui pourrait leur venir en aide. Mais ce roman, il naît d'où ? Il naît comment ? Qu'est-ce qui vous a pris d'avoir envie d'aller gratter le vernis, gratter les ors et le vernis pour y découvrir une part de ténèbres, pour reprendre aussi la citation que vous mettez en exergue de ce roman ? Il y a plusieurs raisons, plusieurs racines ou plusieurs sources. L'une très très simple, c'est le plaisir de raconter des histoires, de créer des contes, de créer des fables, et peut-être de façon un petit peu prétentieuse de créer des fables modernes ou des mythes modernes.
Moi, je suis quelqu'un qui a été extrêmement influencé par les lectures d'enfance, soit celles qu'on me faisait, soit celles que j'ai pu faire à partir du moment où j'ai commencé à lire. Et dans ce cadre-là, cette merveilleuse série que vous connaissez sans doute, que vous avez connue, Les Contes et légendes 2, etc., a été vraiment des moments de lecture absolument passionnés. Et j'ai toujours aimé après les écrivains qui réussissaient, sous couvert de récits historiques, d'aller fouiller justement dans le fond commun des fables, des légendes, des mythes, qui, on le sait, racontent toujours quelque chose d'intemporel sur la nature humaine. Donc il y avait ce plaisir de raconter une histoire, de camper un décor dans une sorte d'empire imaginaire qui ressemble un petit peu quand même à l'empire austro-hongrois, d'être dans une saison particulière dont je parlais, l'hiver, et de voir une communauté à l'œuvre à partir du moment où un de ses membres éminents, vous l'avez dit, le curé est assassiné. Que se passe-t-il lorsqu'un prêtre, celui qui incarne une religion dominante, est mort, la tête fracassée? Alors, c'est justement là presque tout le suspense, entre guillemets, du livre. On avait tué le curé. Et tuer le curé, ce n'est pas rien. Et ça, de l'avis de tous, ce n'est pas un simple mort. Tuer un prêtre, c'est comme si c'était Satan qui avait pris la main, le diable, la fin des temps. Mais pour le policier, c'est au contraire, ça c'est l'adjoint qui le pense et qui le dit, mais pour le policier, c'est au contraire une perspective de changement. Et pour le romancier, on sent bien que l'excitation, elle est partagée. On avait tué le curé. Pour le romancier, il se passe quoi à ce moment-là? Un monde qui s'ouvre, des temps nouveaux à inventer, presque à écrire? Oui, à ausculter. Alors déjà, un genre d'une telle souplesse qu'on peut tout y mettre, hein. Je pense au récit policier. Les textes qui se fondent sur une intrigue, une énigme et sa résolution permettent d'aller dans des directions très différentes. Et justement, on peut déborder du cadre strictement policier. Et on a eu des grands maîtres en l'espèce. Moi, je renvoie toujours à la littérature de Simenon, quand même, qui est essentiellement policière, mais pas que, et qui est d'une grande richesse psychologique. Et je pense aussi à deux autres écrivains qui sont moins connus en France, mais le Suisse d'expression allemande Friedrich Dürrenmatt, qui a écrit des très très beaux textes très courts qui sont entre le récit policier et la fable humaine, et puis le Sicilien Leonardo Sciascia, qui a aussi utilisé justement le récit policier, mais pour aller au-delà. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce meurtre du curé, c'était symboliquement d'essayer de voir ce qui était devenu cette Église qui, pendant 2000 ans, a quand même forgé une culture européenne, mais qui, en l'espace d'une vie, la mienne en tout cas, moi qui étais enfant de chœur quand j'avais une dizaine d'années et qui officiait à côté du prêtre face à des églises pleines, les voit aujourd'hui absolument vides. Donc cette petite communauté villageoise, elle est à cette image, c'est-à-dire il y a une petite communauté musulmane, mais qui est très active. De l'autre côté de la frontière, il y a un pays musulman qui bouillonne de forces vives, et puis il y a un vieil empire qui commence à s'éteindre, qui commence à décliner. Alors, vous envisagez avec Nouriot la mort de Dieu. On se demande pourquoi. On plonge quand même avec vous et dans ce roman dans un nihilisme presque total. En attendant, ils sont nombreux dans le village à lui en vouloir, à ce Dieu. La femme du policier pense que Dieu lui a tourné le dos et qu'il n'écoute plus personne. Le sabotier le traite même de salaud, jaloux des hommes qu'il a créés et dont l'existence est sans doute plus riche que la sienne. Dans le rapport de Brodeck, déjà paru en 2007, il y avait un curé qui ne croyait plus en Dieu. Cette question, elle traverse vos romans, Philippe Claudel. Est-ce qu'elle vous traverse ou est-ce qu'elle vous travaille sacrément aussi? Oui, selon les jours, je peux vous l'avouer. C'est une question qui me taraude, comme je l'ai dit. Vous le confessez même. Oui, mais d'ailleurs, le premier titre du rapport de Brodeck, que j'ai vite abandonné, c'était La confession de Brodeck. Vous voyez, il y avait déjà une dimension quand même religieuse. Il y a souvent des curés dans mes livres, c'est des curés solitaires, désespérés, alcooliques parfois, ou alors morts dans celui-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille, parce que j'ai été élevé et éduqué dans cette dimension chrétienne, et de voir cette religion s'effondrer totalement aujourd'hui, ça me pose une question. C'est-à-dire qu'une chute aussi brutale, si vous voulez, après 2000 ans d'hégémonie presque, en tout cas dans notre Europe occidentale, il y a de quoi questionner. Mais il n'y a pas de regret chez moi. Il y a simplement le constat de voir que les hommes ont tué Dieu, et là, ils se retrouvent vraiment nus et au bord du vide, et avec ce sentiment de totale impuissance et de totale perdition, parce qu'ils n'ont plus rien à quoi se raccrocher. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire que s'être débarrassé de Dieu, nous autonomiser, mais dans une autonomie qui est l'autonomie du vide. Il y a d'autres religions. Bien sûr, non, mais quand je parle de Dieu... peut-être plus laïques qui se sont mises en place aussi. Oui, plus laïque, peut-être plus mercantile.
On a de nouveaux dieux, de nouvelles déesses. Alors, si elles nous aident à vivre ou ils nous aident à vivre, pourquoi pas, hein, mais j'ai l'impression que ces nouveaux dieux, nouvelles déesses sont relativement éphémères et de peu de consistance. Et donc ce pauvre curé, là, vous lui jetez carrément la pierre, hein. Il va mourir la tête fracassée par une pierre, pour le coup. Euh, Qu'est-ce qu'il y a entre vous, du coup, et ces hommes d'église, hein, qui finalement, pour vous aujourd'hui, ont contribué à cette perte de foi, cette perte de croyance, cette institution qui est quand même largement ébranlée, hein, on le sait aussi aujourd'hui. Alors, je suis content que vous citiez l'institution, parce que en ce qui concerne les hommes d'église que j'ai connus et que je connais, j'ai un immense respect pour eux et pour leur sacerdoce et ce qu'ils essayent toujours de faire. À preuve, j'avais consacré un petit documentaire pour Arte à Louis Marcel Opy, qui est un curé de Côte d'Ivoire, qui est venu dans les Vosges exercer son ministère. Et on avait passé plusieurs journées ensemble remarquables où je suivais cet homme et qui allait d'église en église, vide et froide, mais à la rencontre des derniers paroissiens. Non, je crois que l'institution est davantage coupable que les hommes qui la constituent. C'est-à-dire que l'Église, bon, je ne veux pas me lancer dans une analyse dont je serais, comment dirais-je, non, je n'aurais pas forcément les compétences. Je suis un simple homme, mais je constate quand même qu'elle n'a pas réussi à prendre un certain nombre de virages ou de décisions depuis une cinquantaine d'années qui auraient permis peut-être de moderniser l'institution, d'appeler à elle de nouveaux fidèles et surtout de nouveaux ministres, de nouveaux pasteurs. Et si on faisait appel au cinéma pour essayer de poser ou résoudre un peu les questions que vous soulevez dans votre roman, extrait de Crimes et délits de Woody Allen. Ouais, c'est un peu le mouvement sol, j'ai faim. Oh, tu permets. De toute façon, pourquoi tu nous obliges à écouter ces incantations? Je vous fais mes excuses pour le manque de respect de ma sœur. Je t'en prie, on est au XXe siècle, il y a des jeunes garçons à cette table. Ne leur bourre pas le crâne de superstition. Oh, ça va, le professeur, l'intellectuel. Oh, vous n'allez pas vous épargne-nous disputer. ta philosophie léniniste pour une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que si tu n'obéis pas aux règles, Dieu te punira? Ah, il me punira pas, mais il ne punit que les méchants. Qu'est-ce que tu veux dire, May? Tu nous dis que c'est toute notre structure morale que tu veux remettre en question? Quelle structure morale? C'est à tes élèves que tu enseignes ce genre de bobard? Tu ne crois pas que l'homme est mu à la base par la bonté? À la base, il n'y a rien. C'est une cynique, ma sœur, c'est une nihiliste. Repars en Russie. Qu'est-ce que tu veux dire, May? Qu'il n'y a de moralité nulle part dans le monde? Moi, je dis que celui qui tue et qui n'est pas pris, et qui choisit de ne pas s'embarrasser d'éthique, est un homme libre. Admettons que ce soit la foi qui se trompe seule. Je dis bien admettons. Alors? Alors j'aurai quand même une meilleure vie que tous ceux qui doutent. Attends une minute. Est-ce que tu es en train de dire que tu préfères Dieu à la vérité? Si c'est nécessaire, je choisirai toujours Dieu plutôt que la vérité. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord Là, je crois avec que ça commence à devenir intéressant. Un monde sans Dieu, tel que nous le raconte aussi Woody Allen dans ce film en 1989. Quelle place pour la morale, du coup? Est-ce que c'est au romancier de s'en choisir une? Ou d'en choisir une pour ses personnages, ses protagonistes? Je crois que c'est au romancier de poser des questions morales, pas forcément de les résoudre, ou d'y répondre, parce que bon, il n'est pas ni meilleur ni plus mauvais qu'un autre, mais en tout cas de poser des questions morales. Je crois qu'il est important justement le mot éthique a été prononcé là, dans l'extrait du film, de retrouver une forme d'éthique ou de questionnement éthique. J'ai l'impression que ces questions, on les a un peu perdues de vue pendant quelques temps. Il semblerait qu'elles reviennent, et ça c'est une bonne chose. Et le roman, sans être moralisateur, doit être moral dans le sens où effectivement il est le lieu où la lectrice, le lecteur pourra se trouver face à des questions qu'elle ou il ne se poserait peut-être pas sans cette rencontre. Assez vite, ce meurtre apparaît presque dérisoire. Ce qui comptait désormais était que certaines forces à l'œuvre avaient décidé d'en faire ce qu'elles avaient décidé d'en faire. Nous dit-on, nous dites-vous, Philippe Claudel, dans le roman. Et vous montrez en effet l'engrenage, la montée de la violence, ce mécanisme de la haine qui va se mettre en place, la recherche du bouc émissaire. Et là, on y voit évidemment des échos avec l'époque dans laquelle on vit. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est de plus en plus entré dans une époque, comme ici dans le roman, du ressentiment? On est de moins en moins dans une époque de discussion. Et on est de plus en plus, mais Camus le disait déjà il y a longtemps, dans une époque de polémique. C'est-à-dire que la polémique a remplacé la discussion, la conversation.
On le voit de façon grotesque ces derniers temps à l'Assemblée nationale. Regardez un petit peu sur un débat qui doit être riche, doit être posé, hein, mais on voit finalement plutôt de l'invective, de la haine, des pratiques qui rappellent quand même très fortement celles qu'on a connues sous les régimes fascistes dans les années 30, où vous aviez des turbulents comme ça qui agitaient l'insulte, qui traitaient les autres d'assassins, qui contrecarraient le processus démocratique, qui faisaient entrave à toute discussion. Enfin, les nazis étaient spécialistes de ça. Et moi, je suis consterné de voir qu'aujourd'hui, des représentants du peuple, des députés, utilisent des langages extrêmes comme ça. Hein. Donc, on est dans une époque qui évacue finalement me semble-t-il, de façon en tout cas assez constante, la profonde réflexion, la discussion, pour n'être plus qu'une époque réactive ou réactile, d'humeur, de superficialité tactile, comme ça. Donc c'est ça qui me gêne le plus. Et puis, l'autre élément aussi qui est au cœur des choses, c'est le principe de vérité. C'est-à-dire qu'on est depuis quelques années dans une sorte de questionnement de ce qu'est la vérité, depuis que certains, et notamment des présidents hein, comme Trump et jusqu'à aujourd'hui Poutine, essayent de tordre le cou à une vérité historique pour lui en substituer une autre. Donc là, c'était au cœur de mon processus d'écriture pour ce crépuscule, s'interroger sur qu'est-ce qui fonde la vérité historique et comment on la fabrique. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une époque de fabrication, justement, de la vérité, et non plus d'évidence de cette vérité. D'où elle peut naître, la vérité? La vérité, elle peut naître déjà d'une approche honnête, et non pas d'une approche partisane. Or, ce qui est fait à partir du meurtre de ce curé, dans ce roman, c'est que certains vont instrumentaliser, comme on le dit aujourd'hui, en utilisant un mot qui est assez répandu, instrumentaliser ce meurtre pour faire en sorte que des communautés s'affrontent. Parce qu'il y a un dessein, qui est celui de l'Empire, d'éradiquer finalement, au sein de cet Empire, une communauté vive et naissante, ou en tout cas de plus en plus active, qui est la communauté musulmane. Donc on se sert de la mort d'un curé pour jeter la pierre, une autre pierre encore, vers cette communauté et essayer de la pogromiser, si je puis dire. Donc c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment finalement dans les discours de dirigeants, on va instrumentaliser tel ou tel fait, on va les retourner, on va tordre le cou à cette vérité historique ou à la vérité des faits pour aller dans le sens de travailler en direction d'eux. Et ça, on en revient, je parlais du nazisme tout à l'heure, des historiens... Oui, votre comparaison ne va pas plaire à tout le monde, hein, en tout cas, dans les rangs de l'Assemblée. Ouais. Écoutez, quand même, c'est allé très loin dans le langage, hein. Traiter un ministre d'assassin de façon comme ça vitupérante. Dans l'hémicycle. Alors que, encore une fois, c'est le lieu du débat, c'est le lieu de la discussion. Ça ne doit pas être le lieu de la haine. Et quand des mots comme ça sont lancés, on voit bien que c'est la haine qui prend le dessus. Et quand les anathèmes sont là, le débat, en tout cas, de faire émerger une vérité n'est plus possible pour vous, Philippe Claudel. Oui, d'autant plus qu'à un moment, là, surtout quand on est dans l'esprit de celles et ceux qui veulent s'en servir, la vérité n'est plus utile. Enfin, elle est inefficace. D'où ce concept qui est avancé à un moment dans le livre de vérité efficiente, mais qui reprend simplement avec d'autres termes ce qui était déjà formidablement dit par Pascal dans une de ses pensées quand il exprimait le fait que mieux vaut une erreur commune qu'une vérité mal partagée. Et ça, c'est terrible comme pensée. Mieux vaut une erreur commune qu'une vérité mal partagée. Donc là, dans le livre, on met en place une erreur commune parce qu'elle est plus pratique. Il y a du Claudel dans le livre, mais on sent aussi une influence d'un Bernanos. Quels sont les écrivains qui vous ont nourri ? Oui, alors Bernanos, vous faites référence là à un auteur qui m'a profondément perturbé. Je citerai un autre auteur perturbant pour moi qui a été Dostoïevski. Quand je parle d'auteur perturbant, je veux dire que leur lecture n'a pas été un plaisir. À la limite, je pourrais presque dire que je lisais contre un sentiment d'abandon, ou en tout cas un désir d'abandonner le texte. Mais en lisant Dostoïevski, et beaucoup de romans de Dostoïevski, et en lisant Bernanos, il y avait quelque chose qui me disait que ces textes-là, je devais les lire, parce qu'ils allaient fondamentalement me marquer. Ce qui est le cas. Moi, je sais que Crime et Châtiment, je l'ai lu quand j'avais 17 ou 18 ans. Ça reste toujours aujourd'hui. Ça reste très, très présent. Alors,
si on veut citer d'autres auteurs, j'ai cité tout à l'heure déjà Chacha ou Dürrenmatt, mais je citerai un auteur que j'ai énormément lu et apprécié quand il a commencé à être traduit en français, et notamment dans ses romans historiques, c'est Ismail Kadare. Kadare qui avait le talent de revenir lui aussi aux sources, aux légendes, aux mythes de l'Albanie contemporaine ou plus ancienne, et de forger des récits historiques ou parfois des fables un peu policières, avec aussi un tribut payé à l'imaginaire, parce que ce qu'on n'a pas peut-être évoqué jusqu'à présent, c'est quand même la foi que j'ai en l'imaginaire. Vous voulez qu'on l'évoque ? Si vous On y voulez. arrive tout de suite. Alors je rappelle juste qu'il est 12h21 sur France Culture et qu'on est aujourd'hui en compagnie du romancier Philippe Claudel à l'occasion de la parution de son roman Crépuscule chez Stock. France Culture, bienvenue au club. Olivia Gesbert. Philippe Claudel, vous avez un nom de peintre, vous avez un nom de sculpteur. Pourtant, vous avez déclaré un jour être un peintre raté. Vous écrivez aujourd'hui comme vous auriez aimé peindre. Vous écrivez en fait avec vos yeux, et c'est peut-être là que l'imagination d'ailleurs intervient. Oui, c'est vrai que les yeux, les sens, tous les sens m'intéressent. C'est-à-dire que j'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Parfum pour rendre grâce justement à ce sens qui est l'olfaction et qui a été très très important pour moi. Mais le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, ce sont des éléments que j'utilise beaucoup plus finalement que pour parler vite, l'intelligence ou l'intellect. J'ai toujours l'impression, quand j'écris un texte, d'être comme un animal qui serait aux affûts, à la guet, qui regarde, qui renifle, qui respire, qui suit une trace. Et pour parler de la vue, il y a beaucoup de lectrices ou de lecteurs qui me disent « Ah là là, c'est très cinématographique, vos textes, etc. » Je leur dis « Non, vous vous trompez, c'est pas cinématographique, c'est visuel. » C'est-à-dire que les mots opère une alchimie qui font que la personne qui vous lit soudain imagine ou voit la scène. Et c'est ça qui est important pour moi. Et c'est vrai que, en ce qui concerne la peinture, il y a des moments où des descriptions de personnages ou de paysages ou de lieux sont croqués comme des lavis, parfois c'est comme des sanguines, parfois c'est comme des peintures à l'huile ou des aquarelles. C'est-à-dire que les différentes techniques que je ne maîtrisais pas, justement, avec lesquelles j'étais très malhabile, me servent tout de même à composer une écriture qui rend grâce à la peinture. Voilà, il y a toute une palette dans l'écriture qui permet de faire tableau, et on le sent, on le voit dans ce roman, Philippe Claudel. Et puis il y a aussi ces images qui ont marqué votre imaginaire. Lémia, la fillette qui ressemble au sujet d'un tableau avec sa grâce de Madone, telle que vous la décrivez. Le visage doux de la femme de Nouriot aussi, qui semble comme échappé de certaines peintures d'église. Et puis il y a la découverte du cadavre du curé par les deux enfants, que vous qualifiez de tableau macabre. À quelle toile vous avez pensé d'ailleurs, vous savez, en l'écrivant ? Aucune en particulier, sinon peut-être à... Le macabre, comme vous le savez, a été un sujet de prédilection pour beaucoup de peintres de la fin du 19e, notamment belges. J'invite tout le monde à se rendre au musée royaux de Bruxelles, où on peut les admirer. Donc peut-être un peu à cela, mais toute l'histoire de la peinture finalement m'a nourri, toutes les peintures que j'ai pu rencontrer. Dans ce livre en particulier, c'est vrai qu'il y a des emprunts à Bosch, à Bruegel, mais sur les paysages d'hiver, on va plutôt être du côté de Gaspard David Friedrich, par exemple. Ouais, c'est l'ambiance, c'est cette période, cette époque, même non définie que vous décrivez, qui appelle à cela. Le peintre n'a qu'une obligation, créer ce qu'il ressent, disait Picasso. Une liberté extrême que lui jalousait un peu la romancière Nathalie Sarraute. On l'écoute. J'avais vu une exposition de Picasso en 1935 avec les portraits de Dora Maar décomposés. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est comme ça qu'on devrait écrire. Mais nous ne pouvons pas faire à la fois le nez qui sort à gauche et la chose à droite. Nous sommes obligés de le faire, les morceaux les uns après les autres, alors qu'on le perçoit en même temps. Et que lui, comme peintre, il le perçoit en même temps. Il nous le montre en même temps. Ça a l'air tout à fait difforme et monstrueux, c'est d'une ressemblance profonde. Ils sont à un tel degré en avance sur nous, les peintres, malheureusement pour la littérature. Nous sommes empêchés par le fait que nous avons un instrument, le plus banal qui soit, dont on se sert quotidiennement, qui sert à la polémique, qui sert à la littérature engagée, qui sert à n'importe quoi. C'est vraiment la chose à tout faire. Et qu'ils ont, eux, un instrument à eux, très particulier, et on ne lui demande rien.
Voilà, elle disait, Nathalie Sarraute, que les peintres avaient cette liberté que les écrivains n'ont pas, parce qu'on attend tout de la littérature aujourd'hui encore, qu'elle éduque, qu'elle instruise, qu'elle montre des personnages. C'est un handicap pour vous? Vous n'avez pas parfois, ou vous avez le sentiment de ne pas toujours avoir le bon outil pour être totalement libre de dire ce que vous voulez? Ah, c'est très, très beau et très juste, ce que disait Nathalie Sarraute. Il y a cette position suprême de la peinture qui fait qu'en fait on voit le tableau en un instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de langage non plus, sinon celui des formes et des couleurs, mais on n'a pas à apprendre une langue, on n'a pas à la traduire non plus. On est devant une sorte d'immédiat. Mais ce qu'elle dit est tout à fait juste, mais je dirais qu'il y a quand même une partie de la littérature qui s'approche un petit peu de cette fulgurance et de cette liberté qui serait la poésie, plus que le roman. C'est vrai que dans le roman, on est dans autre chose. Mais voilà, j'ai oublié votre question, Olivia, excusez-moi. Eh ben moi aussi, je l'ai oublié. Non, est-ce que vous vous sentez parfois handicapé avec cet outil qu'est la littérature? Non, responsable, mais pas handicapé. C'est-à-dire que on est devant un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la littérature est peut-être dans un moment difficile, que les gens lisent moins ou lisent autre chose que de la littérature. Ils lisent des livres, mais qui ne sont pas forcément de la littérature. Mais en même temps, on a cette place quand même dans le quotidien des lectrices et des lecteurs qui est essentielle. Parce que un roman, c'est donner, comme on l'a dit tout à l'heure, un questionnement, c'est proposer un questionnement, c'est prendre place dans l'intime aussi. C'est le partage de deux intimités. Et on a la durée. C'est-à-dire que ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'un roman procure une infusion très lente. Et comme ce que je disais tout à l'heure à propos de Dostoïevski ou de Bernanos, ce sont des lectures anciennes, mais qui sont toujours en moi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une permanence en âme de la littérature qui est indépassable. La littérature, dans son ambition démesurée à dire le monde, n'en déclare qu'une très modeste part. Vous faites aussi un clin d'œil au dessin peut-être gigantesque du conteur du 18e Zaropov. Et il faut peut-être simplement, du coup, remettre la littérature à sa place, à sa juste place, et pas trop en attendre. Oui, et en même temps, en être violemment orgueilleux. C'est-à-dire qu'il faut être modeste dans une grande immodestie. J'ai eu le plaisir hier d'animer une masterclass avec Brigitte Giraud, la prix Goncourt 2022. C'est un livre que vous avez soutenu, vous? Absolument. Je trouve que déjà l'œuvre de Brigitte Giraud m'intéresse beaucoup et avec ce livre Vivre vite, elle atteignait une forme de simplicité et de pureté qui, me semble-t-il, peut nous toucher toutes et tous. Voilà, monsieur le secrétaire général de l'Académie Goncourt, on en revient à la simplicité et à la beauté de la littérature. Parfois, on n'aura pas parlé de sexe, qui est pourtant très présent et bien triste dans ce roman, mais je laisse les lecteurs le découvrir. Brigitte Giraud, c'était hier dans l'auditorium de la BNF, un entretien qui sera diffusé cet été dans le cadre des masterclass de France Culture. Merci beaucoup à vous, Philippe Claudel. Merci à vous. Crépuscule vient de paraître chez Stock. Merci.